Donc ici, assez rapidement, en fait, même avant la création du poste de traite, dès 1671, donc 5 ans en tant que tel avant, vous auriez eu une première chapelle. Bon, c'est pas très clair, évidemment. Je vous rappelle que souvent, le terme chapelle pour les pères jésuites, ça pouvait se limiter finalement à quelque chose qui était extrêmement limité. Pour eux, ils pouvaient avoir un hôtel à l'intérieur d'une tente ou d'un petit truc, puis on pouvait appeler ça une chapelle. Donc, de quoi celle de 71 avait l'air, c'est difficile à déterminer. Ce qu'on sait, c'est qu'à partir de 1676, en même temps, donc, il va y avoir le poste de traite, on va construire effectivement une chapelle un peu plus ample, si on veut. Et cette chapelle va être construite, comme ça a été souvent le cas, en hauteur. Donc, il fallait que l'église, avec son petit clocher, aussi petit soit-il, soit visible de loin. Donc, on va s'installer dans ce secteur-ci. Essayez d'imaginer, donc, quand vous arrivez sur le Saguenay, qui est par là, bien, clairement, le premier bâtiment qui va être vu, ça va être justement la chapelle. Donc, il va y avoir toute une série de chapelles comme ça qui vont être construites. L'une des plus importantes étant celle du Père Lard, Pierre Lard, qui va construire tout ça au début du 18e. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au niveau des jésuites qui s'occupent, si on veut, de la mission ici au niveau du Saguenay, en fait, c'est la mission, là, on va dire, du domaine du roi, est en même temps responsable de la mission aux îlets Jérémie. En fait, il doit couvrir un terrain qui est assez important pour une seule personne. Ce qui fait qu'il ne vient pas tous les années à Chicoutimi. Il peut être plusieurs années sans venir. Et au début du 18e, le Père Lard, quand il arrive, lui, il trouve la chapelle de son prédécesseur délabrée. Il décide de s'en faire construire une autre au grand, on va le dire, aux grandes dames là, des marchands qui sont ici sur place et qui, eux, ont bien d'autres choses à faire que de construire une église pour un jésuite qui ne vient pas très souvent. Donc déjà, il va avoir une certaine, je dirais, une certaine résistance. Le Père Lard va en plus de ça se faire construire un presbytère. Tant qu'à y être. La chapelle du Père Lard va quand même perdurer pendant un bon bout de temps. Un petit peu plus que 100 ans même. Donc pendant très longtemps, elle va être présente, même si après ça, après le Père Lard, il n'y a presque plus de jésuites qui vont venir de façon régulière. Son presbytère, lui, va durer moins longtemps. En fait, il disparaît dans l'histoire très rapidement. Ce qu'on sait, c'est que probablement qu'à part le Père Lard, il n'y a probablement pas d'autres prêtres qui l'ont occupé vraiment. Il va être transformé en magasin, probablement en entrepôt à un moment donné par les gens, les commis locaux, les commerçants. Et il va donc disparaître sous terre assez vite. La chapelle, ce qu'on sait, c'est que lorsqu'elle va être détruite, après finalement la fermeture du poste de la Hudson Bay, elle va vraiment, on va en reconstruire une autre église par-dessus, mais on va araser complètement, de toute évidence. Donc, il ne nous reste plus aucune trace de la fameuse chapelle du Père Lard. Il y a quelques années, en faisant des trous et en cherchant à quel endroit il aurait pu quand même avoir d'autres choses, on a commencé ici les excavations qui vont on pourrait dire à partir du moment où vous voyez du bois jusqu'ici. Et là, on a identifié ce qu'on pense être effectivement le fameux presbytère. On en est à notre 3e année réelle finalement de fouilles, quoique la première année en était une vraiment d'expertise, d'essayer de trouver où on a identifié. Comme je vous disais, malheureusement, je ne peux pas vous montrer grand-chose. Il y aurait quand même des trucs intéressants, mais on est obligé comme ça de recouvrir chaque année parce que c'est un site classé, parce qu'il y a du vandalisme, parce que c'est également un lieu qui est, comment je vous dirais, qui est important à la fois pour les populations non autochtones, pour les autochtones, et ici on a une communauté métisse. Donc tous ces gens-là trouvent que c'est un site qui pour eux est sacré et ils préfèrent effectivement que le lieu reste naturel ou tout au moins pas trop, ça ressemble pas trop finalement à la surface de la Lune. Donc avec les trous qu'on peut faire et tout. Donc là, on a recommencé. Vous voyez quand même les mesures de protection qu'on prend. On a recommencé hier. On va libérer du bois de cette section-là. Cette section-là, pour le moment, va rester protégée également. Donc, comme je vous disais, une fois qu'en 1892, on va reconstruire une autre église ici, qui, elle, est beaucoup plus imposante, qui va être opérée, entre autres, par les Oblats.
Non, par la suite. Et on va finir par la détruire pour se déménager de l'autre côté parce qu'ici, ça va être acheté par Price, par la compagnie Price, pour en faire un lieu où on va entreposer les 2x4, les morceaux de bois, etc. Donc, tout ce secteur-ci. Des questions? Oui. La toute première chapelle qu'ils ont bâtie, c'était quoi le matériau de construction? Du bois, de la pierre, les deux? On sait juste. Celle de 1671, on n'a aucune idée. Okay. Celle de 1676, il y aurait eu une fondation de pierre et du bois par-dessus pour l'essentiel. Ce qu'on appelait là là j'ai un blanc, là, c'est des. Les filles, comment on appelle ça déjà, là, les sans-bouffe, là, les pièces sur pièces. Ah, excusez. Donc, c'est en pièces, tout simplement. Et c'était pas très gros pour nous. Disons, dans notre vision à nous. Pour l'époque, c'était quand même assez gros, là. Non, on dit chapelle parce que quand les missionnaires partaient, ils partaient avec un hôtel portatif. Oui, c'est en plein ça. En bois qu'on mettait sur une pierre. Puis tout à fait. Ouais, ben ça serait ça la chapelle. La première de 1671, si vous voulez mon avis, c'est ça. Ouais. Puis elle devait être en bas, celle-là. C'est pas plus compliqué que ça. De toute façon, on a très très peu d'informations. On a l'impression que le Jésus arrive et est déjà construite. Donc, clairement, c'est ce que vous dites. Il arrive avec l'hôtel portatif, on va dire, et il s'installe. Puis par la suite, ça finit là. Qu'est-ce que vous avez trouvé d'intéressant jusqu'à présent dans les fondations? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Ben, je vous dirais qu'ici, au niveau de la chapelle, des chapelles anciennes, clairement, on s'aperçoit que, bon, vous avez évidemment en dessous des éléments européens, on retrouve régulièrement là, du matériel préhistorique. Donc, clairement, ici, vous avez le secteur probablement qui est occupé il y a 5000 ans. Plus en hauteur, parce que le niveau des eaux, en tout cas, il y a tout un jeu là, qui fait que on va dire, la géographie locale est un petit peu différente avec les rivières. Ben, en fait, c'est un mélange d'eau un petit peu plus haute, puis de terre, c'est un peu bizarre, là, mais de terre un peu plus basse, là, avec... vous êtes à peu près, là, après 4000 ans, il y avait encore des glaciers, là, ici, il y a 10 000 ans. Donc, il y a eu le relèvement ici, donc vous mettez tout ça ensemble. Il y a donc du préhistorique. Et pour ce qui est finalement du matériel lui-même qu'on trouve, vous allez avoir des éléments évidemment de vitraux. Vous allez avoir certains objets métalliques. Ce qu'on a trouvé en fait de plus intéressant, je vous dirais, c'est les restes. Là, on le voit pas, mais c'est un... On le voit un petit peu. C'est comme un drain en bois qui était peut-être le drain utilisé pour... je sais pas, peut-être pour chasser les eaux usées de l'intérieur de l'habitation. C'était en bois et ça a pu se conserver grâce au fait que le sol est très argileux. Donc, ça a pu se conserver. On le voit sortir du... En fait, on l'a vu sortir du sol et on le voit là, pénétrer quelque part là, pour s'en aller vers là. Donc, on n'a pas commencé à le fouiller. Mais on voit très bien, 2 planches comme ça, une planche en dessous. Ça servait à l'écoulement des eaux usées qui s'en allaient en bas vers les commerçants. À propos de latrines, est-ce que vous en avez des latrines? Parce qu'on trouve plein d'affaires dans les latrines. Oui. Bon, en fait, c'est que ce qu'il faut comprendre ici, ce que vous avez peut-être là, c'est comme le début. Éventuellement, il y aurait peut-être une latrine pas loin, mais en bas, il n'y a pas comme vous allez avoir à Québec ou à Montréal, vraiment, il n'y a jamais eu d'installation probablement là, vraiment réservée à ça. Il devait avoir quelque part la fameuse bécasse, là, la backhouse quelque part. Mais ça, à quel endroit elle peut se trouver? Ce qu'on voit par contre en bas, où je vais aller vous montrer tout à l'heure, c'est que au-delà du bâtiment, bien, il y a effectivement une quantité de culture matérielle extrêmement importante. Et ça, bien, c'est des affaires qu'on jetait par la fenêtre ou qu'on jetait en bas de la galerie, carrément. C'est tout à fait ça. À l'époque, on se complique pas la vie avec ça. Le Saguenay venait d'ailleurs très proche, beaucoup plus proche qu'aujourd'hui à cause de tout le remplissage. Jusqu'à combien de... Bien, il y a 5000 ans, je dirais que vous êtes ici probablement pas loin de la plage, là. Ah, c'est ça. Il y a 5000 ans. Quand on va descendre en bas tout à l'heure, ben là, je vais vous montrer exactement également à quel endroit. Ben ça, c'est ça que peut-être je peux vous passer. Là, finalement, c'est la carte la plus ancienne qu'on a pour justement documenter le lieu et comment c'était à cette époque. Donc là, on serait ici? Là, vous êtes à l'endroit où il y a la chapelle. Donc, ce serait ici. Mais évidemment, la difficulté, souvent, je vous en parlais tout à l'heure sur ces cartes-là, c'est
c'est que les gens qui font les cartes, en particulier ici, c'est pas un cartographe, là, c'est plus un artiste, on va dire, qui décrit ce qu'il voit. Donc, vous n'avez pas l'idée de la perspective ou très mal, là. Il dit pas où je suis par rapport à ça. De ce côté-là et de ce côté-là. Ben, en fait, vous en auriez de ce côté-là et de ce côté-là. Donc, une sorte de pointe. Oui, tout à fait. OK. Puis l'eau Tout à fait. arrive quasiment là. Oui, C'est fait- il y a 5000 ans. Oui, c'est ça, j'ai vu. Mais à l'époque, évidemment, des Iroquoiens, c'est autre chose. Oui. Et parce que Oui. non, juste la question des Iroquois, ça serait autre chose. Vous dites quoi? L'eau était beaucoup plus basse. Beaucoup plus basse. Oui, oui, oui. Donc, C'est le niveau actuel. En fait, une fouille se ferait sous l'eau pour les retrouver vraiment. Ben non, parce que quand vous allez voir, on va descendre tout à l'heure, là, puis on va être au niveau des Iroquois. J'imagine qu'il devait avoir un cimetière s'il y avait. Bon, oui, il faut faire attention. Oui, il y avait effectivement un cimetière. Il était juste de l'autre côté. En fait, on ne s'y rendra pas parce que le cimetière a été déménagé. Je ne me rappelle plus exactement à quelle date, là, je disais le serait là, mais je pense que c'était au début du 20e où on a déménagé le cimetière, dans le cimetière qui n'est pas très loin de l'université, justement, où vous étiez. Évidemment, bon, c'est encore, je dirais, un sujet sensible. Nous, quand on a fait nos fouilles, il est clair que pour la communauté métisse et la communauté autochtone, ils ne veulent pas qu'on aille fouiller dans le cimetière. Je dirais que les archéologues, en général, n'aiment pas non plus tellement fouiller dans les cimetières. OK? C'est très compliqué. Si nous autres, on trouvait un os à ce moment-ci, un os humain, on est obligé d'appeler le coroner. On est obligé après ça, parce que là, on ne sait pas, est-ce que c'est un os d'un autochtone d'il y a 200 ans ou d'un motard d'il y a 30 ans? On ne peut pas savoir. Donc, la police arrive dans le décor. Après ça, vous imaginez, les gens des communautés autochtones. Après ça, vous allez avoir les métis. C'est la pire chose qui peut arriver, c'est de trouver effectivement un squelette lorsque vous ne fouillez pas un cimetière vraiment et qu'on ne vous dit pas que vous êtes dans un cimetière, donc on n'a pas toutes les autorisations. Donc, clairement, il y avait ce cimetière-là. Ça ne nous intéressait pas. On n'est jamais allé. Même s'il a été déménagé, on sait très bien qu'à l'époque, quand vous déménagez un cimetière, on y va grosso modo, là. OK? Puis on déménage les limites à peu près du cimetière tel qu'on l'imagine. Donc, on oublie tout ce qui est à côté, les enfants pas baptisés, éventuellement les autochtones qui ne seraient pas baptisés, qu'eux autres risquent d'être un peu à l'extérieur. Ça ne nous intéresse pas. On ne touche pas à ça. Pourquoi ça ne s'intéresse pas au niveau archéologique les cimetières? C'est parce que, comme je t'ai dit, c'est... Outre le niveau juridique, là, est-ce qu'il y a un intérêt? Ah non, il y aura un intérêt. Il pourrait avoir un intérêt scientifique, en effet, mais les coûts associés à la fouille de cimetières avec tout l'aspect moral, l'aspect politique, c'est extrêmement compliqué. Je pense qu'il est lourd, c'est justement l'aspect Ouais. moral, l'aspect Ben oui. de sacralisation. Tout à fait. Mais là, si vous trouvez par là un squelette d'il y a 8000 ans, là. Faut pas. Ah, il y a 8000 ans? Ben, il y a 8000 ans, là, trouver des squelettes, c'est à peu près impossible. Hein? Faut pas oublier que de faire des excavations pour enterrer des gens, là, quand vous n'avez pas de pelle ronde, là, puis tout ce que vous avez, finalement, c'est des couteaux en pierre, puis peut-être là, des parties d'os qui vous permettent de creuser un peu, là, c'est très rare. On trouve de temps... Quand il y a 7 ou 8 000 ans, ce qu'on va trouver souvent, parfois, ça va être des tumulus, C'est ça, comme il y a au niveau dans le nord, c'est ça. Mais des excavations pour enterrer des gens, à l'époque, on se casse pas, excusez l'expression, mais le beau là avec ça. Ils brûlaient leurs morts ou bien est-ce qu'ils les enterraient en l'air? Là? Ça, c'est très difficile à déterminer, mais dans bien des cas, tout simplement, on va mettre un peu de pierre par-dessus pour éviter que les animaux viennent chercher finalement les restes. Mais encore là, dépendant des cultures où vous êtes, il y a des cultures où on va mettre le corps sur une plateforme, on attend que les corneilles, les oiseaux les aient décharnés, on reprend les os et on va à ce moment-là les déplacer dans une fosse. Les Iroquois, par exemple, vont avoir effectivement, là, eux autres vont faire des fosses avant même l'arrivée finalement des Jésuites et autres. Mais à ce qu'on sache, les Inuits, les Algonquiens de façon générale, ne font pas de cimetière en tant que tel. Mais où est-ce qu'ils mettent leur fosse? Justement, on peut trouver une fosse avec des os. Les Iroquois? Non. Ici, Ah. les Inuits, tout ce qui est algonquien. Comme je vous dis, souvent la personne, je pense qu'un bon exemple de ça, peu importe ses défauts, c'est le site de Rome Noire, le film Rome Noire, où à un moment donné, vous avez la personne âgée qui elle-même décide de s'en aller tout seul de son côté. Vous savez,
la vision finalement cosmologique, chez les Autochtones, on fait partie d'un grand tout. Et cette idée finalement que le corps se retrouve en forêt puis puisse être peut-être là, utilisé par des animaux en partie et tout, c'est pas problématique. Ça fait partie comme d'un phénomène naturel. Je dirais que c'est le fait de souvent les grandes religions, cette idée à un moment donné des grandes religions et des grandes civilisations, on regarde ce que les Égyptiens faisaient et autres, je veux dire, cette idée d'essayer de vivre tout le temps de la même façon qu'on est là, aujourd'hui vivant. Là. Les Autochtones n'ont généralement pas cette vision-là, en tout cas en particulier, je dirais, surtout les chasseurs-cueilleurs. Okay? Quand on arrive au niveau de l'État, civilisation, il y a toutes sortes d'exemples partout dans le monde là, où on veut conserver le plus longtemps possible nos ancêtres, là, que ce soit effectivement sous forme de momie ou encore on prend le crâne puis on le met sur une tablette à la maison puis on a toute la famille là, qui est présente constamment. Why not? Ou encore on peut le manger aussi. Oui, ça c'est l'autre affaire. Hein? Ben ouais, pourquoi pas? Je veux dire, dans le fond, on se réapproprie nos ancêtres. On le porte en Tout à fait. Je donne des cours sur le cannibalisme, c'est intéressant, on a toujours tendance à le voir. Puis souvent, je dis à mes étudiants, écoutez, on vous en fait, ben peut-être plus vous autres actuellement, là, quand je dis mes étudiants, mais vous en faisiez régulièrement à vos parents à l'époque. Tous les dimanches, ils allaient manger le corps puis buvaient du sang. C'est une forme de cannibalisme rituel. Donc, je vous invite à me suivre la dernière étape avant que je vous laisse retourner. Peut-être qu'on pouvait passer là, mais je suis pas sûr. C'est peut-être un piège. Oui, c'est ça. Non. C'est très intéressant. Bon, plaisir. Ah, mais c'est vraiment intéressant votre colloque. Hein? Je trouve que je me disais que c'est le genre de colloque que L'autre colloque, celui-là plus linguistique, OK. moins historique a priori. OK. Mais, toutes les disciplines vont être représentées là. L'ethno-histoire aussi. OK. On peut vraiment ouvrir très large. Ça, c'est... Il n'y a pas grand-chose à voir, malheureusement. L'étoile, ça a été enterré. Oui. Le missionnaire se retrouve à Tadoussac et Chicoutimi, ou Chicoutimi a son... Non, c'est le même. Par exemple, est-ce qu'il fait... Il fait Tadoussac aussi. La seule chose, c'est qu'à partir du moment... permanent. Ben c'est ça. C'est qu'à partir du moment où on construit Chicoutimi, Tadoussac est à toute fin pratique abandonné comme mission. OK. Oui. Parce que on va aller à Papinachois, donc pas très loin de Bécomo, là où vous avez les gens de Batiamite, Pessamite à l'heure actuelle. On va en construire une à Bon-Désir, mais on fait comme soit aller plus loin vers le nord, vers la moyenne Côte-Nord et la basse Côte-Nord, ou on pénètre à l'intérieur des terres. Tadoussac est à toute fin pratique abandonné. Parce qu'il n'y a plus d'Autochtones. Oui, je savais que, parce que moi je m'intéresse aux missions de la vallée du Saint-Laurent jusqu'à Québec environ. Puis on voit que Sillery est abandonné graduellement vers 550 jusqu'à 560. Et on a l'impression que les gens qui étaient se déplacent vers Tadoussac. Je sais pas si peut-être, mais si tu me dis que Tadoussac aussi est abandonné. Ah oui, Tadoussac est à toute fin pratique abandonné. Je pense que c'est beaucoup la crainte de l'Iroquois. Hein? On était en paix avec les Iroquois. Oui, mais... Les Français remontent parce qu'ils sont en compétition avec les Anglais. Avec les Anglais, beaucoup. Qui donnent du matériel de plus grande qualité.
Et un truc aussi que les Français vont développer avec les postes de traite, c'est cette idée de, on pourrait appeler ça comme ça, de vente à crédit. Donc, tu te rapproches des Autochtones. L'Autochtone manque de nourriture à un moment X de l'année. Il n'y a pas de fourrure. Il vient voir le commis. Puis le commis va lui donner en avance les choses. Et on le fait parce qu'on sait qu'avec les Inuits, il n'y a pas de problème. Ils vont rembourser leurs dettes. Vous avez parlé de don contre don. Cette idée-là est présente. Donc, à ce moment-là, les Français finissent par établir une sorte de système, effectivement, carrément de crédit. Un petit peu comme on a fait, en fait, qui se faisait aussi même sur la côte ouest, je pense, à l'époque, avec les potelaches, puis les Kwakoutel, puis tout un principe de même. Donc, à ce moment-là, c'est la meilleure façon de s'assurer que les Autochtones n'iront pas voir les Anglais à la baie du Son. Don contre don, mais aussi une création d'une certaine dépendance. Oui, tout à fait. Ah oui, ça c'est vrai, ça c'est clair. Donc, à partir de ici, est-ce qu'on retrouvait, pour le début de la période historique, on retrouve des poteries, par exemple, oui. céramiques? Oui. Est-ce qu'il y a un moment à partir duquel on voit que c'est des casseroles, des chaudières en cuivre qui les remplacent? Bien, et ce qu'il faut faire attention, c'est qu'au niveau, effectivement, ce que vous avez posé, des pointes en métal, oui. C'est ici, au niveau de la céramique, c'est moins évident parce que chez les Inuits, chez les Algonquiens de façon générale, la poterie, ça a toujours été un bien d'échange, soit avec les Iroquois du Saint-Laurent, mais beaucoup moins qu'avec les Hurons. Ça, c'est un phénomène d'ailleurs très particulier. Ici, vous avez les Iroquois du Saint-Laurent jusqu'à Chicoutimi. Ici, vous étiez au lac, on trouve beaucoup de céramique de l'Iroquoisie laurentienne, mais les Iroquois du Saint-Laurent ont pratiquement aucun, de toute évidence, aucun contact, aucun lien commercial. Pour une raison, moi je pense pas que c'est une question de on se déteste, mais on s'ignore systématiquement avec les Inuits qui sont au lac, qui sont pas très loin. Qui eux autres, pour obtenir de la poterie, ont des liens commerciaux avec les Hurons de la baie Georgienne. Donc au lac Saint-Jean, c'est uniquement de la poterie huronne, donc vous êtes à peu près finalement à 30 km. Puis au niveau du Saguenay, c'est que de l'Iroquoisie laurentienne. Et ça, c'est intéressant parce que lorsque vous discutez avec les Inuits, quand les Champlains, les Jésuites vont discuter avec les Inuits de l'intérieur des terres, jamais on va mentionner, même si ça fait à peu près, je sais pas moi, 60 ans à peine, donc on pourrait dire une génération, même moins que ça, jamais on leur parle de la présence des Iroquois du Saint-Laurent ici. Jamais. Ils sont totalement effacés de l'histoire, comme s'ils n'avaient jamais existé. Et pourtant, ils étaient ici, physiquement, 50 ans plus tôt. Oui? Donc, vous disiez que la marée vient jusqu'ici. Est-ce qu'on peut récolter le wampum ici? En fait, oui et non. C'est-à-dire que les wampum, souvent, ça va être une série il y a certains coquillages qui pourraient être recueillis ici. Il y en a quelques-uns, oui. Mais la majorité des coquillages qui vont être utilisés, non. On les utilise pas. Oui. Puis la marée, pour vous donner une idée, elle arrivait à peu près, je vous dirais, à une trentaine de mètres là, en avant de moi, à l'époque où le poste de traite ici là, est effectif. OK? Elle arrivait donc toute très proche. Le bateau devait s'amarrer pas très loin. Et on s'installe quasiment sur le bord. Là, ici, vous êtes finalement carrément sur la maison, un des magasins. Puis encore une fois, je m'excuse, c'est pas très joli à vous montrer. C'est ici qu'on va faire là, toute la remise, en fait, là, ce que je vous disais tantôt, le rappel qui va être là. En fait, vous voyez ici un carré, là, puis carrément ici, vous êtes sur les fondations. Là. Vous êtes vraiment sur les fondations d'un des rares bâtiments où on était en pierre, carrément, là, qu'on a fait en pierre pour une bonne partie. Et c'était un peu particulier, c'est-à-dire que vous aviez, en fait, c'est à peu près à la hauteur que vous êtes que les fondations s'arrêtent. Les fondations, donc, s'en viennent jusqu'ici en ligne droite. Donc, ici, on a rempli du sable, mais à l'époque, finalement, vous aviez peut-être un dénivelé qui était assez important, ce qui permettait d'avoir un genre, là, les autres appellent ça une cave, mais dans les faits, nous, on appellerait plus ça, là, quoi le terme qu'on a en dessous, là, en fait, c'est pas vraiment une cave, donc c'est un espace. Un vide sanitaire, c'est ça, ce qu'on appelle un vide sanitaire. Donc les gens vous pouvez entreposer. Et le bâtiment avait 2 étages. Oui, c'était très haut. Très important. On a retrouvé la toiture un peu plus bas, la toiture qui était en cèdre, qui a pu se conserver. Donc on a la toiture ici un petit peu plus basse, sous terre également. Et tantôt on parlait de matériel. Donc qu'est-ce qu'on trouve? On a trouvé beaucoup de perles de verre, évidemment.
les glass beats. On va trouver évidemment beaucoup, en fait, je dirais que l'objet qui est le plus fréquent, c'est les fameuses pipes blanches, les pipes de plâtre. Énormément, évidemment, aussi d'ossements d'animaux, de ce qui est mangé. Ça, c'est intéressant parce que ça nous montre qu'est-ce que le commis mange. Très peu d'animaux domestiques. Pour l'essentiel, c'est les animaux qui se retrouvaient à proximité. On a l'impression probablement que le commis devait régulièrement demander aux Autochtones d'arriver avec la carcasse du castor pour manger. Moi, je vous achète la peau puis donnez-moi la viande. Beaucoup de lièvres aussi. En fait, ce que vous aviez là, très peu de, comme je disais, de domestiques. Un petit peu de cochon, rarement du bœuf évidemment, du poulet. Quand même, en un petit peu de quantité également, un petit peu. Mais pour l'essentiel, c'est du sauvage. On est à peu près à quelle année? Ben, en fait, vous êtes, c'est pas compliqué, ça change pas beaucoup, je dirais entre 1676 et le début du 19e. Ici, ou pendant tout ce temps-là, vous allez avoir... Il va y avoir évidemment différents bâtiments parce que les bâtiments brûlent, doivent être reconstruits, etc. Là, donc, on a un petit peu partout. On est en train, on se prépare également à commencer la fouille d'un magasin qui est un petit peu plus bas. Donc, il y a comme ça différents bâtiments. Mais pour revenir un petit peu à ce que vous disiez plus tôt, au début du 17e, oui. Les Hurons descendaient dans la vallée Laurentienne pour négocier avec les Européens. Donc, au début du 17e, vous dites oui, parce qu'à ce moment-là, en fait, les Hurons vont commencer à se présenter, je dirais, de façon plus régulière à partir du moment où les Iroquois du Saint-Laurent ne sont plus là. c'est ça. Parce que au niveau préhistorique, je vous dirais que la poterie huronne, il n'y en a sur aucun site archéologique du 15e, même du 16e siècle dans la vallée du Saint-Laurent. Il n'y a pas de céramique huronne. Vraiment pas. C'est la céramique de l'Iroquoisie laurentienne et parfois de la céramique des 5 nations. Les Hurons, en termes céramiques, ne sont vraiment pas présents dans la vallée du Saint-Laurent. Par contre, ici au lac, ils sont là. Mais moi, j'ai pas l'impression finalement que les Hurons sont présents physiquement, par contre, au lac Saint-Jean. C'est vraiment par voie d'échange que la céramique arrive. Et ce qui arrive réellement ici, c'est pas la céramique, c'est ce qu'il y a dedans. Donc, c'est la farine, c'est le maïs. C'est ça qui intéresse les Inuits. Parce qu'un vase huron de la fin de la préhistoire, qui est quand même assez gros comme ça, qui est haut de même, qui est assez lourd, si vous êtes un nomade, c'est pas pratique. C'est pas pratique. Vous allez l'avoir ici, vous allez avoir votre campement d'été, par exemple, au lac, à certains endroits. Vous allez le cacher avant de monter à l'intérieur des terres l'hiver. Et quand vous allez revenir par la suite, vous allez toujours l'avoir, s'il n'est pas cassé par le gel et tout ce que vous voulez. Mais à la base, la céramique, c'est pas quelque chose qui est si intéressant pour les populations Inuits, parce que c'est lourd, c'est fragile. Puis, ultimement, c'est porteur de sens, je pense, pour les populations iroquoiennes, mais est-ce que c'est réellement porteur de sens, les décorations et tout ce que vous trouvez? Sauf peut-être pour dire... En fait, j'avais même soulevé à un moment donné, dans ma tendre jeunesse, l'hypothèse que... parce que sur beaucoup de sites, c'est intéressant, c'est que tout ce qu'on trouve des vases, ça va être un morceau de bord, avec l'endroit où les décorations sont plus belles. Puis j'avais même soulevé l'hypothèse, sur beaucoup de sites, tout ce qu'on a, c'est ça. Que peut-être que quand un vase casse, on va continuer quand même à conserver certaines parties du vase parce que d'avoir ce morceau, c'est un petit peu comme de démontrer qu'on connaît quelqu'un qui fait partie, en fait, c'est un peu comme une carte d'identité ou encore un souvenir quand on va dans un autre pays. Et peut-être aussi une sorte de... Lorsqu'on va rencontrer d'autres Hurons, bien leur dire, écoutez, j'ai ça. Ça s'appelle un symbole. Un symbole, tout à fait. Ça devient beaucoup plus un objet symbolique, intéressant, en fait, à ce niveau-là, que le gros gugus. Avec un petit bout comme ça C'est ça. de céramique pour être logé. Mais là, on ne pourrait pas penser, quand nos gens du lac montent vers la Huronie, ils prennent quel chemin, là? Bien, c'est des échanges indirects. Les gens du lac ne vont pas non plus en Huronie. C'est que si vous prenez le chemin ici, à travers la Chouapmouchouane, vous allez avoir les Atikamekw, vous allez avoir les Outaouais, vous allez avoir les Algonquins, donc vous allez avoir toutes sortes de groupes comme ça. Et c'est comme ça, finalement, que les vases. Je ne vous dis pas qu'à un certain moment, c'est pas arrivé qu'il y ait des Hurons qui ont pu venir. Carrément. Ça peut arriver. Ils viennent jusqu'à Québec, même.
vont descendre par le fleuve. Tout à fait. Ça peut arriver. Une fois que les Iroquois du Saint-Laurent sont disparus, puis que les Iroquois des 5 nations, quand même, menacent beaucoup le sud, bien là, ça pourrait arriver, en effet, que les Hurons vont eux-mêmes circuler là, par le nord, par l'intérieur des terres. D'ailleurs, les perles de verre les plus anciennes qu'on a semblent avoir beaucoup plus circulé, effectivement, à travers le Saguenay et le nord, par l'Outaouais, le Haut-Saint-Maurice, et pour arriver finalement dans le secteur de la baie Georgienne, que d'avoir circulé carrément à travers le Saint-Laurent. Donc, c'est un axe, là, qu'il y a eu beaucoup d'études là-dedans, beaucoup d'articles qui semblent avoir été empruntés. Ce qu'on appelait la fameuse route du cuivre, là, bon, puis qu'on a longtemps pensé là, que c'était le Saguenay, mais en fin de compte, moi, je trouve que ça n'a aucun rapport, ne serait-ce que parce qu'on n'a aucun morceau de cuivre sur aucun site dans ce secteur. Tu sais, c'est une route, disons que... En tout cas. Oui, en effet. Les seuls morceaux de cuivre qu'on a datent de 5-6 000 ans. Donc, il n'y a pas de cuivre à l'époque. Ça va être beaucoup plus, effectivement, le Saint-Laurent à ce niveau-là, puis la rivière des Outaouais, là, c'est par là que ça se passe. Mais, effectivement, je ne pense pas qu'il y ait des Hurons. Et ce qui est intéressant avec cette vision-là, c'est qu'on s'aperçoit probablement que la fameuse alliance entre beaucoup de groupes algonquiens et les Hurons, qu'on a longtemps pensé qui datait là, de l'époque, finalement, de Champlain, il est fort probable que cette alliance-là, ou en tout cas, si ce n'est pas une alliance, on va dire plus cette facilité-là, ce centre de facilité en s'entendre, c'est ça, probablement que c'est beaucoup plus ancien que l'arrivée eux-mêmes des Européens. OK? Il y a toute une sociopolitique qui est déjà là lorsque les Européens arrivent dans le décor. Pas d'autres questions? Mon Dieu. C'est intéressant. C'est très intéressant. Est-ce qu'ils ont des rapports avec le Nord-Nord? Non, oui, ou peu, ou peut-être la Côte-Nord. Oui, avec la Côte-Nord, oui. Avec beaucoup de population. Vous savez, et ça aussi, il faut faire attention, parce que finalement, très rapidement, on a l'impression que pour les Français, on va parler des montagnais, et quand on parle des montagnais, ça inclut finalement à peu près tous les groupes qu'on connaît. Donc, à travers la littérature, de plus en plus, on s'aperçoit que non. Bon, les montagnais, ça semble être quelque chose qui est plus ou moins clair ce que c'était vraiment. C'est clair que les Cacuchaks, qui étaient ici au lac, déjà pour les Français, ça faisait pas partie des montagnais, c'était comme un groupe qui était à part. Puis, on va parler même d'autres groupes qui sont au nord du lac Saint-Jean. Et pour eux autres, c'est pas des montagnais non plus. C'est d'autres groupes qui sont parfois nommés avec des noms longs comme ça, puis qui disparaissent rapidement. Ouais, ben c'est ça. Je veux dire, puis même entre Chibougamau et le lac Saint-Jean, là, même dans le cours moyen, cours supérieur des rivières. Parce que faut pas oublier que c'est très difficile probablement pour un Français de l'époque d'essayer de comprendre que par exemple, les Cacuchaks, c'est essentiellement, probablement 3 familles, plus ou moins apparentées, qui occupent le territoire des basses-terres du lac Saint-Jean. Après ça, vous allez avoir, à un moment donné, on va parler des Chicoutimiens, qui sont peut-être, finalement, 2-3 familles qui vivent dans le secteur ici, au niveau également de la rivière Chipcha, là, qui se jette pas loin d'ici. Donc, la division, finalement, on va dire, là, identitaire, chez les Autochtones, ça correspond absolument pas à cette idée, finalement, qu'ont les Européens. Et très rapidement, d'ailleurs, même les Européens vont finir par leur donner des noms qui ont rapport avec les postes de traite, là, ou avec des lacs pour être plus capables de facilement là, les gérer. Pour ça que lorsque les Cacuchaks vont disparaître, probablement au début du 18e siècle, dans les années 1701, 1703, peut-être un petit peu avant, sur les cartes, dans la littérature, on ne parle plus des Cacuchaks. À ce moment-là, on va se mettre à parler des Indiens du Piéquagami. Et là, ce qu'on a à faire, probablement, c'est tout simplement que lorsque vous êtes comme ça, un petit groupe identitaire comme les Cacuchaks l'étaient, bien, il vous faut un minimum viable pour être capable, finalement, on va dire, de conserver finalement cette division identitaire. Et on sait très bien qu'à cette époque, vous avez tout le choc microbien, les gens tombent comme des mouches. Donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est que tous ces petits groupes-là, qui avaient des noms spécifiques à l'époque, ben, vont abandonner leur nom, vont se regrouper sous une nouvelle identité qui va être tout simplement les Indiens du lac Saint-Jean. Les Indiens du Piéquagami. Pour ça que souvent, quand à un moment donné, il était sorti un livre ici qui disait le dernier des montagnais, ou en tout cas, finalement, que les montagnais étaient, pas les montagnais, excusez, les Cacuchaks étaient tous morts.
Non, c'est un petit peu comme on disait avec les Hurons, avec les Iroquois du Saint-Laurent. L'appellation, l'ethnonyme meurt. Mais les gens qui composaient, ben eux se retrouvent ailleurs. Donc, clairement, dans les Autochtones, dans les Piquagami-Inuits d'aujourd'hui, ben vous en avez qui descendent effectivement des Kakouchaks, mais qui descendent également probablement de d'autres groupes qui vivaient un petit peu plus au nord, puis qu'aujourd'hui, dont on a malheureusement oublié le nom. On n'a pas pu noter le nom. Est-ce qu'on fait des études génétiques pour voir ça? Non? Parce que l'étude génétique, c'est comment vous voudriez... Il faudrait un élément de comparaison. Ah oui, On n'a pas les squelettes. On n'a pas les squelettes, puis c'est pas tellement populaire chez les populations autochtones. C'est désagréable. Ça serait dangereux. Ce serait dangereux parce qu'il y aurait des cures, des incures. C'est ça. tout le temps. Il y a des gens qui font des études génétiques comme ça sur les Phéniciens. Au Liban maintenant, et ça suscite des problèmes terribles. Parce que, on remet en cause une identité culturelle par des éléments génétiques. On dit des fois que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Fait que, la génétique, c'est un petit peu ça, malheureusement. S'il n'y a que l'enfer qui est... Le paradis n'est pas peut-être aussi. Éric, oui. Est-ce que tu pourrais revenir un peu sur l'étymologie du mot Saguenay? Tu as parlé de celle de Chicoutimi parce que sur les cartes, et d'un voyageur à l'autre, la région se déplace. Enfin, ça dépend. Oui. Je ne sais pas si tu pourrais revenir un peu là-dessus. Ben, c'est difficile à dire. Justement, dans ma tête, j'ai essayé d'aller chercher le plus de cartes possible pour être capable là, d'observer. Bon, clairement, Saguenay, ça arrive avec Cartier. Ouais. Donc, clairement, c'est probablement un Iroquoien du Saint-Laurent. Donc, ça serait Iroquoien. On va le retrouver sous toutes sortes de, parfois, écrit S-A-G, N-Y, N-A-Y. Évidemment, au départ, c'est pas la rivière, c'est le royaume du Saguenay. Je vous dirais que l'étymologie, c'est difficile à dire. C'est Donnacona, je pense, qui en parle le premier en tant que tel. Souvent, on a l'impression que Donnacona, il a dit à Cartier ce que Cartier voulait entendre pour bien des raisons. Donc, est-ce que ça existait réellement ou c'est pas une création là, de quelqu'un là, qui avait décidé de faire une sorte de marketing pour son secteur? Ce qui est certain, c'est qu'à un moment donné, on a décidé, parce que le royaume du Saguenay apparemment était vers le Saguenay, mais en fait, c'est parce que ça dépend probablement là, de où tu te trouves. Puis, encore une fois, la notion de la géographie pour les Autochtones n'avait rien à voir avec la vision que pouvaient avoir les Européens à l'époque dans leur vision très administrative. Cette géographie incertaine fait justement que les cartographes, les cosmographes le situent à peu près n'importe où. Ben oui, d'autant plus qu'il ne faut pas oublier que la majorité des cartographes, des gens qui ont signé les cartes, je ne m'en rappelle plus, mais il n'y en a pas un que je pense, il n'y en a pratiquement pas un là-dedans, à part peut-être Champlain, puis Laure, justement, qui est venu. Ça, c'est assez fascinant de voir d'ailleurs entre la fin du régime, quand je dis la fin du régime français, c'est-à-dire entre la fin de l'épisode Cartier et le début de l'épisode Champlain, vous avez quand même toute une série de cartes qui sont produites. Oui, c'est vrai. Et c'est fascinant de voir. Bon, clairement, il y a souvent des copistes. C'est-à-dire que c'est des gens qui prennent une ancienne carte, puis en font un autre, puis ils rajoutent des petits trucs. Des fois, ça ne change pas tant que ça. Mais on se demande d'où ils ont eu l'information. Entre autres, une des premières cartes, moi, je les observais parce que, comme je vous dis, l'idée, c'était de faire le lien entre l'histoire ancienne, on va dire, et la préhistoire. Puis c'est intéressant de voir quand même qu'il y a toute une série d'informations que les Français, que ce soit Mercator, que ce soit les premiers qui l'ont fait, là, avant, encore une fois, Champlain, ils ont des informations qui ne peuvent pas avoir. Ça ne peut pas être un Français qui leur a dit ces informations-là. La majorité des informations, quand vous pénétrez à l'intérieur du Saguenay, puis qu'on retrouve, par exemple, certaines îles, qu'on retrouve certains affluents, à un moment donné, on devienne même le lac Saint-Jean, on devienne le secteur de Chicoutimi, c'est clairement des informations qui ont été obtenues probablement en discutant avec des Iroquois du Saint-Laurent à l'époque, des gens de Donnacona, peut-être finalement ceux qui avaient enlevé et tout, là, Cartier. Ils réussissent comme ça à avoir des informations qui va dire à Cartier ou qui va dire à un autre, que l'autre va dire au géographe, ou encore qui va dire à un autre qui va dire au géographe. Des fois, ça a l'air être un peu rock'n'roll. Peut-être même dessiner des cartes sur le sable. Je sais pas. Moi, ça m'étonnerait parce que, vous savez, pour un Inou, par exemple, quand il va descendre une rivière, ça n'a pas un nom, une rivière.
La rivière, un tronçon de la rivière peut avoir un nom, un autre tronçon peut avoir un nom, et ainsi de suite. Puis la rivière, à un certain moment, d'une famille à l'autre, elle peut changer de nom. Parce que c'est lié. Nous, on donne des noms, souvent de saints, là, ou en tout cas autres trucs de même, mais le nom donné par un autochtone à une rivière, à un cours d'eau, à une montagne, à une baie, à n'importe quoi, c'est que c'est un nom qui est significatif, qui signifie quelque chose dans son expérience de groupe ou de son expérience personnelle, on va dire individuelle. Donc, qui arrive à faire une carte, moi j'ai un petit peu de misère Pas une carte avec ça. Mais une espèce d'esquisse des lieux, non? Est-ce qu'on peut arriver à dessiner finalement la forêt quand on vit dedans? Oui, c'est vrai. C'était transmis au niveau oral, c'était vraiment, je pense, dans la répétition Ouais. de, tu sais, il y a ça, après ça, il y a tel autre obstacle, il y a 10 jours de canot. Oui, à 3 jours, 4 jours de canot. Puis là, il y a Il y a la roche. il y a la roche, il y a un lac. Bon, en plus, on le disait tout à l'heure, vous avez toute la partie là, je veux dire, du vocabulaire. Je veux dire, il faut que la personne, même si votre locuteur a appris le français, votre Innu, est-ce qu'il maîtrise vraiment complètement ou totalement? C'est un lac. Bon, un lac, c'est quoi? C'est-tu un étang? C'est-tu un grand lac? Un petit lac? Bon, le nord, c'est le sud, l'est, l'ouest. Moi, j'ai un peu de misère avec ça. Je pense que une des seules cartes qu'on a vraiment qui aurait été faite par un autochtone, c'est Vincent, je pense qu'il en a fait une là, pour, dans le parc des Laurentides ou quelque chose de même, un Huron. Puis c'est assez tardif. Ouais. Sinon, on n'en retrouve pas de ces données-là. Je pense que par contre, on va dire, on va donner des indications. L'Autochtone va donner des indications sans faire de carte, peut-être à notre ami Cartier ou notre ami, peu importe qui il est, qui lui va à ce moment-là tenter au mieux. On va dire qu'il y a une grosse île pas loin. De toute façon, les largeurs ne correspondent jamais, des cours d'eau, les distances non plus sur ces cartes-là. Mais peut-être qu'on va dire, oui, il y a une grosse île. Ça, c'est pas problématique. Et puis, il y a 3 grandes rivières qui jettent à un certain moment. On dessine comme on peut. D'ailleurs, pour les Iroquois, avant Champlain, ça c'est intéressant, les cartes ne vont jamais plus loin que Chicoutimi. Et c'est intéressant d'autant plus que le site de Chicoutimi est probablement le lieu, comme je disais, où les Iroquois vont s'arrêter. Donc d'où cette quasi-certitude que j'ai finalement qu'on parle vraiment des Iroquois. Puis quand Champlain arrive dans sa première carte, tout à coup, on voit apparaître le lac Saint-Jean avec 3 affluents majeurs qui existent effectivement, bon, qui sont mal placés, là, mais qui existent. Donc carrément, là, on s'aperçoit qu'on parle à d'autres mondes, à du monde qui connaissent beaucoup mieux l'intérieur des terres que ceux qui avaient précédé. Merci Eric. Un plaisir. Merci infiniment. Ça a duré plus longtemps que prévu. C'est bon.